Game of Thrones est sans aucun doute ma série préférée. Elle m'a accompagné pendant 2 ans de ma vie, m'a fait vivre des moments inoubliables et a été une source d'inspiration majeure pour moi en tant qu'auteur. Comme beaucoup d'entre vous sans doute, son univers et son audace m'ont toujours fasciné. Plusieurs fois, cette œuvre frôle le génial avec des scènes inoubliables. Le couronnement de Viserys, la mort de Ned Stark, les noces pourpres, le jugement de Tyrion Lannister, le duel d'Oberyn ou encore le dernier duel de Syrio Forel, aussi analysé sur cette chaîne. Je pourrais continuer longtemps. Pourtant, je n'ai aucun mal à choisir un épisode préféré, car l'un d'eux est juste parfait, et chacune de ces scènes pourrait clôturer une saison tant elles sont marquantes. Le tout accompagné de Light of the Seven, une des plus belles musiques que j'ai jamais entendues porter à l'écran. J'ai nommé l'épisode 10 de la saison 6, Les vents de l'hiver. L'épisode s'ouvre sur Cersei face au Septuaire, première annonce de l'antagonisme au cœur de cet épisode. Puis l'on découvre 2 personnages en parallèle, Tommen, vêtu de son costume royal et de sa couronne, et le grand moineau qui s'habille en prévision du jugement, les 2 principales victimes des manigances futures de la reine. Puis, nous entrons dans le lieu décisif, le Septuaire, dont les portes s'ouvrent pour laisser entrer la foule. Les premières notes de musique résonnent tandis qu'entre Loras Tyrell, sorti de sa prison, Marjorie et le grand moineau. Un autre dame se prépare ailleurs. Pycelle, le grand maître, entend un petit oiseau lui souffler un secret avant que nous revenions au procès. Loras et Marjorie échangent un regard puis le moineau prend la parole. Il s'impose en juge, fait tout avouer à l'accusé. Loras accepte tout, demande à devenir religieux et à délaisser son nom. Le moineau l'humilie en lui demandant de s'agenouiller puis en lui caressant le visage comme une mère le ferait à son enfant. Il se met ensuite en retrait et le regarde se faire mutiler, ignorant la réaction de Mace Tyrell, père impuissant. Nous retrouvons ensuite le petit roi seul dans sa chambre. Quand il veut aller au procès, la montagne lui barre la route, ce qui fait suite à un plan sur Cersei. Lentement, le spectateur commence alors à comprendre que quelque chose se prépare, et la tension s'envole pour ne plus jamais redescendre avant le dénouement. Cersei se sert du vin. Elle semble indifférente alors qu'elle est l'actrice principale de l'épisode. Au Septuaire, le moineau prend la parole, dénonce l'absence de Cersei à son propre procès. Il envoie Lancel, son cousin, la chercher. Le jeune homme, en s'engouffrant dans les souterrains, voit un enfant du grand maître courir, un des petits oiseaux. Les autres se rassemblent autour de Pycelle, pris au piège par Clyburn. Le maître essaie de se défendre, mais est dépassé par le nombre et massacré à coups de couteau. En même temps, Lancel se lance sur les traces de l'enfant, guidé par sa torche. Mais, quand il pense le rattraper, il trouve que sa lumière abandonnée au sol. Et au moment de se pencher pour la ramasser, il est poignardé et laissé pour mort. Au procès, tout le monde attend Cersei et Marjorie commence à s'inquiéter. Elle est l'une des seules à réaliser que cette absence ne peut être innocente. Elle connaît trop bien Cersei. Puis on retourne sous le Septuaire, où Lancel découvre des tonneaux remplis de feu grégeois. Suite à un nouveau plan sur Cersei, qui vient confirmer qu'elle est derrière tout ce plan. Nous retrouvons ensuite Marjorie qui débat avec le grand moineau, expliquant que les absences de Cersei et Tommen sont très inquiétantes, qu'ils courent un danger. Elle veut partir, demande que l'on évacue le Septuaire. Pendant ce temps, dans un ultime effort, Lancel tente d'éteindre les bougies qui s'apprêtent à provoquer l'explosion. Il se traîne en gémissant tandis que la cire se consume. Et ce sont les derniers plans, accompagnés d'une musique obsédante. Le regard du moineau effrayé, qui réalise qu'il s'est fait berner. Marjorie, bloquée à la sortie par les gardes. Et c'est une explosion de verre et de verre qui détruit entièrement le Septuaire. La caméra retourne alors à l'instigatrice de cette machination monstrueuse, Cersei. Elle est à sa fenêtre pour la première fois de face, comme si elle révélait enfin son vrai visage. Elle boit son vin, puis se détourne de ce problème réduit à néant. Et elle a une vieille ennemie à retrouver. Avant cela, court passage, où Tommen ébahi regarde la fenêtre, où, en même temps que le Septuaire, se sont brisés ses espoirs et illusions. Cersei a fait attacher la Septa dans une cave sinistre. Elle lui verse son vin sur le visage, puis dit qu'elle va se confesser. Elle dit avoir fait tout ce mal simplement parce que c'était bon, exulte en répétant « confesse, confesse, confesse ». Puis elle livre la pauvre malheureuse à Sir Gregor, qui enlève son masque pour révéler le monstre. Cersei se retire en criant « shame », tandis que les hurlements de la Septa résonnent. Puis vient l'une des scènes les plus tristes et mieux filmées de l'épisode, le suicide de Tommen. Le jeune roi est seul, face à la fenêtre, comme inanimé. Sa posture et le plan sont dépourvus de vie, vide comme l'était ce règne de souverain fantoche. Le calme n'est brisé que par le passage d'un serviteur. Son seul mouvement sera d'enlever sa couronne.
est déjà mort en tant que roi. Il sort du cadre, dans un silence de plomb qui se prolonge de longues secondes. Puis il revient et saute, mourant cette fois en tant que jeune homme brisé par les vices de sa famille et de la cour. Au moment de sa chute, la voix de Walder Frey résonne. L'auteur des Noces pourpres lève son verre en l'honneur des Lannister, ses nouveaux alliés. Il boit avec Jaime, triomphant. Il parade en se moquant de ses ennemis vaincus, demande où sont passés les Stark. Écœuré, son allié l'abandonne en sortant. Une jeune servante ne le quitte pas des yeux, nous n'allons pas tarder à la revoir. À Port-Réal, le nouveau maître retrouve Cersei après la mort de Tommen et montre son corps. La mère regarde son fils défunt en même temps que les conséquences de ses manigances. Elle se détourne de son corps sans pleurs, sans surprise, comme si elle savait que c'était le prix à payer pour réussir son plan. Puis nous voyageons un peu. Nous retrouvons Sam à la citadelle de Vieilleville, qui peut enfin découvrir les fascinants rayons de la bibliothèque. Accompagné d'une musique épique, il s'émerveille de ces montagnes de connaissances. Nous allons ensuite dans le nord, où un corbeau plane au-dessus du paysage enneigé. Jon est soumis à un choix difficile lorsque Davos lui apporte la statue de Shireen et expose que la prêtresse rouge a provoqué sa mort. Il débat avec elle devant Jon, qui doit arbitrer entre une punition imposée par sa morale et une absolution pour celle qui l'a fait revenir des morts et qui constitue une alliée de poids, ce à quoi il finira par se résoudre. Le bâtard Stark retrouve sa sœur sur le rempart. Sansa et lui sont sur ce plan à la fois unis par le même édifice et séparés par un morceau de muraille. Cette séparation visuelle est brisée par leurs embrassades, qui présagent leur future alliance. Ils parlent de Ned, conscient que l'hiver qu'il a tant annoncé est à présent imminent. À l'opposé du continent, Olenna Tyrell demande l'aide de Dorne en leur promettant de pouvoir se venger contre les Lannister. En effet, elle s'apprête à s'allier avec Daenerys. Car oui, au-delà des mers, Daenerys se prépare. Elle annonce à Daario qu'elle ne peut plus le garder à ses côtés, qu'elle devra se marier arrivée à Westeros. Et après ce déchirement sentimental, elle nomme Tyrion main de la reine, dans un moment chargé de symbolisme et d'émotion. Ce faisant, elle suit la tradition de Westeros, pose son premier acte de reine des 7 couronnes. Pour Tyrion, c'est la consécration de son arc de personnage. Lui, le rejeté, est bouleversé par cette marque d'amour et de reconnaissance. Lui, qui préférait noyer son malheur dans une vie de luxure, accepte une responsabilité immense. Chez les Frey, les heures ont passé. Walter mange seul, c'est le soir. On comprend que le vieil homme voûté n'est rien sans les Lannister. Ses multiples trahisons n'en fait que l'isoler. Seule une servante demeure avec lui, ignorant ses provocations. Elle lui révèle ensuite que ses fils sont dans le pâté qu'il vient de manger et qu'elle est en réalité Arya Stark, désormais une sans visage. Avant de le tuer, elle lui dit que la dernière chose qu'il verra est un Stark qui sourit. Un déchaînement de violence qui vient se poser en miroir du massacre des Noces pourpres. La vengeance, promise par Arya. Les Stark, justement, sont au cœur des prochaines minutes de l'épisode. C'est d'abord Sansa qui marche avec Littlefinger. Son soupirant lui avoue son amour, son objectif de monter sur le trône avec elle. Il essaie de semer la discorde entre les jeunes, mais elle le repousse avec délicatesse. Vient après un court plan sur le frère de Ned Stark, devenu une créature mi-homme, mi-marcheur blanc. Nous plongeons ensuite dans le passé de la famille. Ned, qui se tient près de Lyanna, sa sœur, le ventre ouvert, qui lui chuchote son secret et lui demande de protéger son fils. Suite un plan sur Jon, qui révèle son identité véritable, celle d'un Targaryen, potentiel prétendant au trône. Retour au présent avec le conseil des familles du Nord autour des Stark. Après un court débat sur la continuation de la guerre, Lyanna Mormont annonce son soutien à Jon, le roi du Nord, suivi par tous les vassaux. Littlefinger est en arrière-plan et pour la première fois de la série, il paraît dépassé. Les forces s'unissent aussi dans le sud autour de Cersei. De retour à Port-Réal, Jaime la voit couronnée reine. Elle marche vers le trône de fer. Pourquoi la tant sacrifiée, imperturbable? Jaime regarde s'éloigner de lui, impuissant. Quand Qyburn pose la couronne sur la tête de Cersei, la musique Light of the Seven résonne à nouveau, pour rappeler que ce pouvoir a été pris dans le sang. Cersei a utilisé le feu grégeois d'Aerys, s'inscrivant dans sa directe lignée. Un parallèle accentué par la mise en scène. La salle du trône est assombrie comme dans les flashbacks du roi fou. Jaime est torturé en voyant ce que celle qu'il aime est devenue. Confronté entre sa morale, qui l'a jadis poussé à tuer le roi fou, et les sentiments qui dévorent son cœur. Cersei, elle, a fait son choix. La vengeance plutôt que la famille, le pouvoir plutôt que l'amour. Les deux amants échangent un dernier regard qui vient consacrer leur éloignement tout au long de l'épisode. Enfin, Théon et sa sœur, sur un navire. Puis la caméra s'éloigne et nous dévoile l'impressionnante flotte de Daenerys, son armée composée de Dothraki, mercenaires immaculés, le tout survolé de dragons. Elle va débarquer à Westeros.
L'hiver qui venait depuis tant d'années est bel et bien là, et sa musique résonne. Ainsi s'achève le meilleur épisode de Game of Thrones.